Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange pour une soirée entièrement consacrée à vos témoignages. Vous le savez, aussi souvent que possible, cette émission se consacre à ceux et celles qui vivent des phénomènes paranormaux avec évidemment plus ou moins de bonheur. Je dis plus ou moins de bonheur car vivre un flash de voyance, un rêve prémonitoire ou encore pire, une sortie hors du corps, ça peut être traumatisant. Alors Pierre Massias du site psylande.org est en ma compagnie à chaque fois que je consacre cette émission à vos témoignages. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Renaud Évrard est également en ma compagnie de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Alors tous les deux... Du groupe étudiant. Du groupe étudiant, oui, pardon, du groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International. Donc tous les deux sont en ma compagnie pour répondre à vos questions, éclairer notre lanterne. Évidemment, si vous avez vécu un phénomène paranormal, vous pouvez m'appeler au 0826 300 300, 0826 300 deux fois et me laisser vos coordonnées sur ma boîte vocale, Les Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également m'écrire par mail étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Premier témoignage dans cette émission des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Il s'agit de Jean-Michel qui vient de nous rejoindre. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel, je suis en compagnie de Pierre Massias du site psylande.org et de Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Comme vous le savez, ils sont tous les soirs avec moi sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, tous les soirs où il y a des témoignages. Alors, Jean-Michel, on va parler avec vous de différentes expériences que vous avez vécues. On va commencer d'abord par le début, chronologiquement, je veux dire. La première expérience que vous ayez vécue, c'était quel type d'expérience et vous aviez quel âge à peu près? Alors ça remonte à loin, très loin. Oui. Ça remonte, j'étais jeune, puis j'avais à peu près 14 ans. Entre 14 et 15 ans. Oui. J'étais adolescent donc. Et cette expérience, c'est après différentes études, c'est-à-dire recherches. Et une certaine orientation certainement aussi. J'étais attiré par certaines choses. Et la première expérience, c'est après avoir lu des ouvrages de Rampa, Lobsang Rampa. Oui. J'ai eu donc toute la collection à l'époque, j'étais jeune, et j'ai tenté une expérience. Et donc, c'était un après-midi, ça s'est passé un après-midi. Et à l'époque, j'étais pas en France, je vivais en Nouvelle-Calédonie. Donc, sur une île, une énergie particulière aussi. Donc, et là, je suis parti. J'ai quitté mon corps, j'ai tenté, je me suis allongé, et puis j'ai dit, je vais tenter quelque chose. Et puis, je me suis décontracté et j'ai laissé venir, et je suis parti. Et ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est que je l'ai compris après, Oui. mais j'ai dû franchir un plan, parce que tout est niveau de vibration. Et j'ai franchi un plan qui devait être pas très très bon, et c'était plutôt, j'ai été agressé. J'étais dans un monde où j'étais agressé, et à ce moment-là, ça a duré je sais pas combien de temps, mais j'ai vite réintégré mon corps. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin pour qu'on comprenne bien ce que vous avez vécu, Oui. vous dites je suis sorti de mon corps. Alors, ce n'est pas la sortie hors du corps telle qu'on l'entend de manière scientifique, je veux dire, Oui. c'est-à-dire sortir de son corps, voir son corps, et ensuite pouvoir se balader dans son appartement, dans sa maison, aller voir le voisin, enfin voir des choses tout à fait palpables, je dirais. Oui. Voilà. Vous, c'est une autre expérience qu'on pourrait peut-être qualifier plus comment dirais-je, de spirituel, de mystique. Mais au début, quand on a 14-15 ans, on sait pas trop. Ouais. Et on est attiré par certaines choses. Mais là, on se sent flotté quand même. Ouais. On est au-dessus du corps, on se sent flotté. Mais j'étais pas, ça remonte parce que à quelques années. Ouais. Donc là, on se sent quand même quelque chose d'une autre vibration. Alors, quand vous dites j'ai été agressé, c'est-à-dire après, si vous voulez, à mon avis, je suis rentré sur un plan inférieur. C'est-à-dire qu'après mes réflexions, j'ai dû franchir, parce qu'on a certainement différents plans. Et
j'ai dû franchir un plan inférieur où là on a, alors là c'est indescriptible, c'est difficile à vous dire, mais c'est le genre de choses bizarres que l'on voit dans les certains films dits d'horreur, quoi. Mhm. Et là on s'en sent vite agressé, et là on prend peur, quoi. On prend peur. Et donc là je réintègre de suite, quoi. Ouais. Voilà. Alors c'est difficile à vous dire avec les mots, ces mots terrestres, quoi. Est-ce que vous avez une vision de votre corps? Là, pour la première, non. Mhm. C'est beaucoup plus tard. D'accord. C'est beaucoup plus tard. J'ai eu sur la vision de mon corps, oui, à côté, oui. Hein, le corps physique. Hein. Oui, c'est ce que ça, je... oui, ça je l'ai vu à côté, mais c'est beaucoup plus tard. Après, j'ai travaillé, j'ai travaillé ces expériences et donc le corps physique, oui. Ça, je me suis allongé à côté, oui. Oui. Vous nous dites que vous avez travaillé. Cette première expérience n'a pas été vraiment, enfin, je veux dire, ça n'a pas été l'expérience de bonheur, de plénitude. Mais c'est comme le premier amour, hein, souvent c'est le premier échec. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Mais bon, des fois on est maladroit, c'est pas trop moi. Oui. Et puis on prend une baffe, hein, Ouais. et puis on se dit voilà, maintenant on va travailler. Et puis en fin de compte, le travail, c'est tout un travail sur le corps, la concentration. C'est un travail sur la prière aussi. Ouais. La prière, en fin de compte, c'est une prière pour être prêt. Ouais. Prêt à affronter quelque chose. Et alors, les autres expériences que vous avez menées, là, on ne parle pas de sortir hors du corps. Si j'emploie le terme de voyage astral, est-ce que ça vous va mieux? Oui, très bien, c'est ce qu'on dit, c'est le terme qu'on emploie, hein. Ouais. Mais bon, c'est le terme qu'on emploie, et puis après, j'appelais toujours ça le sortie du corps, puis voilà, non, et ça me dérange pas, au contraire. Ouais. Alors, quels sont les voyages astraux que vous avez fait, dont vous vous souvenez particulièrement bien? Il y en a eu plusieurs. Alors, c'est assez irrégulier, mais il faut dire comme pour pratiquer ça, j'ai eu il y a deux attitudes, c'est-à-dire soit volontairement, soit c'est accidentellement. D'accord. Des fois, je peux m'allonger sur le canapé, puis je dis je vais me reposer 5 minutes, Ouais. et puis là, soit je m'endors, puis des fois je décolle, quoi. Puis là, je fais une sortie. Mm-hmm. Ou alors soit je me prépare. À ce moment-là, j'ai une pièce, j'ai réservé une pièce chez moi. Je me détends, je fais brûler de l'encens. Je me concentre et puis à ce moment-là, je tente l'expérience. Une sorte de méditation préparative, quoi, préparatoire. Voilà, il faut soit je suis assis, il faut être bien. Il faut être bien, il faut pas être ni trop chaud ni trop froid, il faut être bien, il faut pas avoir les soucis dans la tête tout ça, il faut essayer d'éliminer le maximum. Ouais. Soit allongé au sol, je m'oriente aussi et puis là je travaille. Et puis ça marche pas toujours, hein, attention. Et puis d'un seul coup, je vais avoir aucune expérience. Je suis déçu, je m'en vais, et puis dans la nuit, ça marche. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voyez lors de ces sorties astrales? J'emploie ce terme parce que beaucoup de gens nous ont envoyé aux aventuriers de l'étrange des témoignages comme ça, parlant de sorties astrales. C'est un thème que l'on n'avait jamais abordé d'un point de vue un petit peu scientifique, entre guillemets, voir un petit peu comment ça fonctionne, ce que ça apporte, etc. Donc, à travers vous, c'est l'occasion justement d'aborder cet angle-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ces... D'abord, c'est la sensation d'être bien. Alors ça, on est bien. Il y a une espèce de, je dirais, de fraîcheur. Mais on est bien, on se sent d'abord léger. Ouais. Le corps, c'est l'aspect physique. Hein. On est léger, on est bien. On se demande des fois, mais où est-ce qu'on est on essaie de se situer dans l'espace, quoi. Ouais. Et souvent, j'ai dit, je vous ai parlé des couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Alors, si je me promène dans l'appartement, je vois, par exemple, les couleurs, par exemple, du canapé sous les coussins. Ils sont rouges, je les vois d'un rouge brillant. Je me dis, c'est pas possible. Au début, je me dis, on les a bien lavés, c'est pas possible. Et on les a teintés d'une autre couleur. Les rideaux qui flottent, tout est léger. Tout est léger. Il n'y a pas cette dureté du monde physique sur Terre, quoi. Là, c'est quelque chose de léger. Ouais. Tout autour de soi et les fleurs, c'est un autre éclat. C'est tout ça. Tout a l'air beaucoup plus vivant, plus lumineux. Voilà, plus vivant, lumineux. On est frais, on est bien. D'abord, on est bien. Ouais. Et puis, donc, ce qui est impressionnant, c'est certains.
on flotte. Hein. C'est difficile de se voir soi-même là, mais on est une espèce de deuil. On est une espèce de deuil. On flotte, on se déplace. On se déplace, on traverse les murs, on traverse l'armoire. Et alors, c'est après, bon, j'en rigole un peu parce que souvent, quand on réintègre le corps, on a le sourire, on se dit, mais on a vécu quelque chose de formidable. Puis il faut tomber à la réalité, c'est que ce monde physique, là, c'est dur. Les couleurs, on vient vérifier les couleurs, c'est plus les mêmes. C'est le monde physique, le monde terrestre, quoi. Oui, tout redevient un peu plus terne, quoi. Tout devient, voilà, vous, exactement. Voilà. Ouais. Voilà. Jean-Michel, lors de ces sorties astrales où vous apercevez votre environnement de manière complètement différente, on est d'accord. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir des informations, je sais pas moi par exemple, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez un animal de compagnie, vous avez pu voir soit cette personne, soit cet animal de compagnie faire quelque chose qu'il était réellement en train de faire pendant que vous étiez en train de méditer dans une pièce complètement à part. Mais souvent je le fais, je fais ça quand je suis vraiment seul. Ouais. Voilà. Parce qu'il faut, le moindre bruit peut vous déranger. Ouais. Quand je travaille ça, si vous voulez, je me mets des boules caisses. Hein. D'accord. Je suis bien calfeutré. Un individu qui passe dans la rue, qui klaxonne, ça peut tout rater, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc il faut être. Alors souvent, je le fais seul. Ouais. Alors. Il faut vraiment plonger en soi, quoi. Hein. Voilà. Il faut plonger en soi. Il faut. Bon, il est vrai aussi que à la longue, je fais ça. Je fais ça avec beaucoup de préparation en méditation. Ouais. Mais il faut. C'est tout un travail sur soi. C'est en fin de compte, il faut être soi-même. Hein. On n'est plus dans le moi, mais on est dans le soi. Ouais. Voilà. Le moi, c'est ce qui m'entoure. Le non-moi, c'est ce que je n'arrive pas à appréhender. Mais là, je suis dans le soi. Et bon, alors souvent, en méditation, attention, parce qu'après, vous avez des plans, vous avez parlé de spiritualité. Ouais. Alors en méditation, ce qui arrive, des fois, il y a des choses, il y a tout qui éclate. Hein. C'est des couleurs, c'est des choses qui, à la place de moi, à la place de mon corps, si vous voulez, je vois un feu qui brûle. Hein. Voilà, ça c'est une expérience méditation. D'accord. Mais après, en sortie astrale, c'est tout à fait différent. La lumière. Alors je sais pas, je peux pas vous dire que la nuit existe. Je n'ai rencontré jamais de nuit, quoi. Voilà, la lumière est là. C'est pas une lumière qui vous brûle. Ouais. Elle est diffuse partout, elle est autour de vous. Les arbres, les prés sont de toute beauté. Voilà. Jean-Michel, lors de ces sorties astrales, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes? Alors, franchement, la dernière, alors j'ai eu la plus belle, la dernière expérience qui est une des dernières, c'est celle que c'est assez particulier. Bon, il m'est arrivé de rencontrer une personne face de moi. Hein. Je n'ai pas rencontré de personnes connues. J'en ai rencontré, je suis toujours seul. C'est bizarre, seul. Ouais. Mais bon, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je n'ai peut-être pas franchi des niveaux qu'il faut, mais j'ai toujours été seul. Ouais. Mais par contre, ça s'est passé il y a un petit moment. C'était un matin, je me lève, c'était un matin de bonheur, j'étais encore endormi. Hein. J'étais endormi, je me lève et en fin de compte, c'est mon corps qui se levait. C'est mon corps astral qui se levait. D'accord. Je dormais, hein, c'était un matin de bonheur. Ouais. Et je me lève et en face de moi, il y avait quelqu'un qui me regardait. Et mon corps, en fin de compte, je pense qu'il y avait quelque chose de pas très bon, assez néfaste, quoi. Qui était en face de moi, qui regardait, et mon corps a eu une réaction face à cet intrus. Donc, et j'ai fait face à cette personne qui était des traits particuliers. Le visage, je le voyais pas. C'est ça qui était. Mais il y avait un corps physique en face de moi, et la tête, je ne voyais pas. Et je lui ai fait face. Et cette personne a quitté la chambre, a traversé l'armoire, a quitté l'appartement. Et j'ai attendu quelques instants, puis j'ai réintégré mon corps. Voilà. Ça a été assez particulier, cet événement. Je ne sais pas ce qu'il venait faire cet individu. Voilà, je ne sais pas. Mais ça me semblait quelque chose d'assez néfaste, assez sombre. Ouais. Voilà. Est-ce que
cela vous sert dans la vie de tous les jours? Je veux dire, est-ce que ça a affiné votre perception des autres? Mais constamment, parce que depuis toutes ces expériences, je suis devenu, alors je vous le dis, voyant. Mhm. Voilà, j'ai devenu voyant. Ce que je fais aussi, c'est des rêves particuliers, Ouais. des rêves prémonitoires. Mhm. Et des fois, je vous dis franchement, j'en ai marre. Parce que le rêve où on m'avertit qu'un avion qui va tomber, qui va s'écraser, ça arrive souvent. Mhm. Et le lendemain, le matin, je me lève à la radio, j'entends un avion à tel endroit est tombé. Ouais. Quand j'ai vu une semaine avant les événements des gens courir dans les rues de New York, Mhm. ça me semblait bizarre. Je ne Ouais. savais pas pourquoi. Mhm. Voilà. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Ça, vous voulez dire, ce genre de phénomène, vous ne réussissez pas à les contrôler? Ça, Non, ça non, arrive... c'est l'information qui arrive comme ça. C'est par des rêves particuliers. Ouais. Donc, il y a eu ça. Je suis devenu voyant. Des gens me demandent des choses, je leur dis, mais j'en fais pas mon métier. Hein. Oui. J'en fais pas mon Oui. métier. Il faut le préciser, ça n'est pas votre profession. Vous avez un métier. Voilà. Oui. Et mais on devient de plus en plus sensible aux choses. Il m'arrive de rencontrer des gens au quotidien, Mhm. et je vois, par exemple, elles vont avoir un problème de santé. Oui. C'est-à-dire que la dernière personne qui est montée avec moi dans la voiture, si vous voulez, elle a eu au niveau de son cou, au niveau du cou, Mhm. cette personne et au niveau du thorax, un flash, une lumière, un éclair. Ouais. Et cette personne, j'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer. Cette personne, une semaine après, est décédée. Mhm. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est quelqu'un qui je vais dire bonjour, serrer la main, et comment ça va, plaf, un éclair au niveau du cœur. Une semaine après, la personne a une crise cardiaque. Mhm. Et là, vous nous parlez de prémonitions funestes, hein, finalement. Oui, voilà. C'est pour ça triste. que, voilà, des fois, je me dis, j'en ai marre. Parce que je me dis, des fois... Jamais des choses heureuses, par exemple. Ah ben, je voudrais bien. Je voudrais bien. J'ai eu une naissance et tout, mais souvent, je vous dis pas. J'appelle des entités. J'ai eu un moment, j'en avais marre, la nuit, ma femme même, elle pourrait vous en témoigner, Mhm. les entités venaient me chercher, quoi. Et la couverture du lit se déplaçait, le drap venait me tirer. Puis je donnais des coups, j'avais pas envie. C'est tout ça qui se sont arrivés, mais bon, ça a été une accumulation. Ouais. Bon, et puis j'ai freiné, mais j'ai dit je veux freiner tout ça parce que j'avais des objets qui se déplaçaient dans la maison. Mhm. Et ma fille, qui était à l'époque, il y a quelques années encore, qui était encore jeune, voyait dans la maison, elle prenait peur. Ouais. Voilà, alors elle voyait des affaires se déplacer. Elle-même, elle me le disait, papa, j'ai vu aujourd'hui, les coussins là, sur le canapé, ils se déplacent. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mhm. Donc j'ai mis de l'ordre, j'ai calmé tout ça. Et j'ai dit, bon, voilà quoi. Ouais. Voilà. Mais Jean-Michel. il y a 1000 phénomènes comme ça qui m'arrivent. Mhm. Et souvent, je me dis, j'ai pas envie de... mais ça va être un personnage politique qui va décéder. Je le sais, j'ai été averti. Mhm. Alors, je n'en parle pas parce que, bon, c'est une affaire personnelle. J'ai dit, tiens, un tel va décéder, un homme politique, ça va être un artiste, voilà. Mhm. Mhm. Jean-Michel, une Oui. pause, hein, et on se retrouve dans quelques secondes avec Pierre Massias et Renaud Évrard, et on terminera également d'écouter votre témoignage. J'ai encore une ou deux questions à vous poser si vous le voulez bien. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec notre premier témoin, Jean-Michel, qui est en notre compagnie, qui a eu la gentillesse de nous faire part de ses sorties astrales, puisque c'est un dossier que nous n'avions jamais abordé dans les aventuriers de l'étrange. À mes côtés, Pierre Massias du site psylande.org et également Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Jean-Michel, une question que je me dois de vous poser, n'y voyez là aucune offense, hein, bien entendu. Non, allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous vous êtes pas demandé, parce que bon, ce sont des phénomènes quand même qui doivent être assez, enfin qui bousculent quoi, c'est quand même pas rien. Est-ce que vous vous êtes dit que les sorties astrales étaient n'étaient peut-être pas des vraies sorties astrales, mais étaient peut-être tout simplement un cheminement de votre esprit pour pouvoir vous faire, comment dirais-je, encaisser tous ces phénomènes que vous viviez? Alors là, c'est une bonne question. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mm.
j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien parce que moi, si vous voulez, c'est par rapport, c'est sorti. La plus formidable, celle que j'ai vécue il y a 7 ans. Ouais. Il y a 7 ans. Voilà. Je vais vous dire, c'était un 29 décembre. Vous permettez que je vous raconte cette... Bien sûr, voilà. allez-y, oui. Voilà. Donc, on va voir pourquoi. C'était un 29 décembre. Alors, comme vous avez signalé tout à l'heure, peut-être je suis attiré par les trucs funestes, j'en sais rien. Peut-être je suis fait pour ça, mais c'était un 29 décembre. J'étais avec ce jour-là avec ma femme et on rentrait à la maison. Et elle me dit, ma femme est infirmière, elle me dit, je retourne à l'hôpital parce qu'on a une cousine qui était pas très bien et puis elle me dit, ça m'inquiète, je crois que là, c'est ses dernières heures sur Terre. Ouais. Donc, je lui propose même de venir avec elle. Elle me dit non, parce que ça va être long, tout ça. Bon. Et cette personne était, sa cousine était gravement malade et un cancer du foie, puis c'était la fin. Bon. Et donc, moi j'ai dit écoute, vas-y, puis on m'a dit je rentrerai tard. Tout ça. Et puis le soir, j'étais là tout seul, j'ai dit, je téléphone de temps en temps, non, vas-y, déjeune. Dîne plutôt, et puis je rentrerai dans la nuit et tout. Bon, et puis les heures passent, puis je décide de me coucher. Ouais. Et puis là, dans la nuit, alors quelle heure? C'était 2 heures du matin, je sais pas, je me rappelle plus. Ouais, c'est à peu près ça. Je suis parti. Et je suis parti à l'hôpital. Donc vous êtes sorti. Je suis sorti de mon corps, voilà. Et je suis rentré dans le service où il y avait ma femme, bien sûr. La personne elle était accompagnée de son autre cousine, la sœur de la future défunte. Donc là, vous l'aviez vu, hein, vous les aviez vus. Ah oui, j'étais là, je rentre dans le service, je me retrouve dans l'hôpital, c'était l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Et je rentre dans le service. Hein. Et puis là, la personne qui était souffrante était allongée, avec tout ce qu'il y a autour, appareil branché, oxygène, et tout ce qui est appareil. Moi, je suis pas un spécialiste. Hein. Le problème de l'astral, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans un magasin d'informatique, d'électronique, hein, et si vous avez aucune notion d'électronique, vous ramenez aucune information, quoi. Voilà. Donc là, je voyais la personne allongée. Et puis, j'ai vu la personne, elle souffrait, c'était difficile. Je voyais de temps en temps l'infirmière qui rentrait, qui pratiquait, il y a eu des piqûres pour la calmer, et puis la famille qui tournait autour. Je voyais tout ça, j'étais présent, j'étais tout, je voyais faire. Et puis à un moment, même future défunte, donc, transpirait énormément. On lui a retiré sa chemise parce qu'elle était inondée pour lui en mettre une autre. Et puis voilà. Et puis le moment le plus difficile est arrivé où elle décède, quoi. Je vois l'infirmière venir, contrôler l'infirmière du service, contrôler le décès, regarder que tous les appareils ne fonctionnaient plus, quoi. Enfin, c'est la mort de la personne. Mais, chose extraordinaire, moi, je me suis mis de l'autre côté du lit. Et là, ce que j'ai vu, impressionnant, j'ai vu son autre corps sortir de son corps physique. Son corps, je ne sais pas si on peut appeler ça l'âme ou l'autre corps. Ouais. Et ça sortait tout doucement, comme une naissance. Ça sortait. Tout se décalait. Je voyais l'autre corps qui sortait. Et puis, j'étais témoin d'une espèce de naissance dans l'au-delà, de l'autre côté. Et là, cette personne qui m'a vu, elle me regarde, moi je le regarde, et elle me dit, qui es-tu? Alors c'est un langage particulier. Qui es-tu, toi? Et je lui dis, je suis Jean-Michel. Et là, elle m'a reconnu. Elle a eu le temps de sortir de son corps. On s'est serré dans les bras. Et puis après, d'un geste, un signe, je lui ai montré une voie à prendre. Et elle est partie, en marchant. Elle a marché, et après, j'ai plus rien vu. Voilà, elle est partie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, c'est un corps où on n'arrivait pas, on pouvait pas dire, c'était un corps, je dirais, comme, il était moins fatigué par la maladie, c'est certain, un corps plus rajeuni, un corps assez, la personne avait un certain âge, donc elle n'avait pas un corps défait,
Et c'était un corps. Alors, je distinguais pas les traits caractéristiques, je dirais, de la féminité. Oui. Mais c'était. Il y avait une silhouette, quoi. Il y avait une silhouette, mais bien formée. Bien formée. Ouais. Et là, elle est partie. Et ça m'a marqué. Et chose incroyable, c'est que le lendemain, quand ma femme est rentrée le petit matin, elle était tout éprouvée, et je lui ai dit, je lui ai raconté toute l'affaire. J'ai dit, mais j'étais là. Ah bon? Et je lui ai raconté tous les détails. J'ai dit, ouais, j'ai vu tout ça. Et je lui ai dit, même, je sais que toi, tu as récité une prière, le Notre Père, et sa sœur, l'autre cousine, a récité le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et ma femme a dit, ça c'est incroyable, parce qu'elle dit, ma femme qui est tout à fait qui est athée, elle me dit, c'est la première fois que je récitais une prière pour un membre de la famille. Ouais. Voilà. Et on l'entend bien. On entend bien. Ah ouais. Voilà. Écoutez, je vais demander à Renaud Évrard et à Pierre Massias de nous livrer leurs sentiments, comme ça après vous avoir entendu. Renaud, à vous pour commencer, quel est votre sentiment? Et évidemment, si vous avez des questions à poser à Jean-Michel, n'hésitez pas, parce que c'est la première fois que l'on ouvre vraiment le dossier de relatif comme ça aux sorties astrales. Oui, tout à fait. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments là. Je ne sais pas si j'arriverai à tout reprendre, à formuler correctement une question, mais au départ vous avez dit que c'est la lecture de L'Homme sans grand pas. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui connaissent un petit peu. C'est pas exactement un chercheur scientifique. C'est plutôt dans ce qu'on appelle parfois la parapsychologie pratique, où il y a Rampa, il y a Milan Reisel, il y a Raymond Réan, d'autres personnes comme ça qui pensent pouvoir justement explorer les phénomènes psy du point de vue en les vivant, quoi, dans l'expérientiel. Ouais. Parce que l'idée aussi, c'est que finalement, quand on n'a pas vécu soi-même une sortie hors du corps, des choses comme ça, on a déjà du mal à le concevoir, à le croire, hein, ça peut être un problème, puis aussi à comprendre. Il y a peut-être des éléments qu'on ne comprend pas, qu'on ne partage pas avec les personnes qui le vivent. Bon, voilà, ça c'est une première chose. C'est pas exactement les trucs qui sont le plus prouvés. C'est vrai que ça fait souvent des recettes magiques, des rituels plutôt connotés, avec des prières, avec des choses comme ça, de la méditation, des principes qui se retrouvent, qui sont assez communs un peu à tous, mais qui interviennent aussi après que finalement la psychologie a abandonné l'étude de la transe. Parce que ça ne fait pas vraiment partie de notre culture occidentale de faire des voyages comme ça dans des espaces mentaux différents. Pourtant, ça se pratiquait beaucoup. On connaît les hippies, mais derrière les hippies, il y a aussi des scientifiques qui faisaient des recherches avec le LSD, par exemple, pour faire des voyages à ce niveau-là et découvrir des espaces où justement les perceptions sont tout à fait déformées et qui peuvent aussi apporter bien-être ou mal-être, qui peuvent être accompagnés. Enfin, il y avait toute une culture, et puis ensuite ça a été interdit, le LSD. Et il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place. Par exemple, on connaît un peu la respiration holotropique, où finalement, en respirant très rapidement, et beaucoup de fois, on déconnecte et finalement, on fait aussi parfois des voyages. Et finalement, avec ce tabou, les gens ont développé un aperçu de la transe, en tout cas, qui est plus rejeté, qui est plus marginal. Ils vont, par exemple, comme vous, le découvrir à l'adolescence, hein, dans des bouquins qui sont de niveau variable. Ils vont le pratiquer de façon pas toujours très encadrée, donc ça peut mener, comme chez vous, à une première expérience qui fait un gros malaise. Et il y a des adolescents ou des adultes même qui font des décompensations, c'est-à-dire que ça leur crée vraiment des délires à cause de ça. Ils ont vraiment l'impression d'avoir atteint l'enfer, avec des entités vraiment néfastes qui intègrent leur corps ou des choses comme ça. Donc pour vous, c'est finalement bien que vous avez continué, vous étiez accompagné d'une certaine façon parce que comme vous avez dit, vous avez tout lu, donc vous avez pu avoir un aperçu, finalement décrire vos expériences, mieux les intégrer, mieux les comprendre, mais c'est pas possible pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi. J'ai toujours été prudent. Hein, j'ai toujours été prudent. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, 14-15 ans, ça fait jeune, mais maintenant j'en ai 48. Donc,
si vous voulez, c'est un travail sur soi aussi. Et c'est important. Il ne faut pas se lancer comme ça, dire tiens, je vais essayer. Ouais. C'est un travail sur soi, c'est une quête spirituelle aussi. Ouais. Et puis, mais Jean-Michel, oui. J'aimerais poser une question à Renaud Évrard. Renaud, que pensez-vous de ces sorties hors du corps, notamment la dernière que nous a raconté Jean-Michel, ce voyage comme ça à l'hôpital, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et à votre avis là, c'est quoi? C'est son cerveau, son inconscient qui a créé tout cela et qui est allé chercher des informations, puisque Jean-Michel a ce talent de voyance visiblement. Est-ce qu'il y a eu réellement un déplacement d'une partie de lui vers l'hôpital, ou est-ce qu'il a reçu toutes ces informations grâce à ce talent de voyance qui a fait que son cerveau a dû se débrouiller pour reconstruire tout un scénario pour que ce soit crédible, pour que Jean-Michel, le conscient de Jean-Michel, puisse l'accepter, à votre avis? Ou alors est-ce tout simplement le fait du hasard que Jean-Michel, préoccupé parce que vivait son épouse, a construit mentalement tout seul tout ça, et coup de bol, il est tombé pile quand il a dit tu as recité toi un autre père alors que t'es athée et que tu récites jamais une prière, et ta cousine a récité un autre père. Je vous salue Marie. En fait, il y a toutes ces hypothèses-là, et c'est difficile de discerner parce que, en même temps, il y a un mécanisme d'apprentissage. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, la pratique de la méditation, d'un travail psychologique, spirituel, dira-t-on, tout ça permet de s'ouvrir et de finalement développer des capacités psy, si elles existent. C'est-à-dire que, par exemple, du point de vue de la psychologie transpersonnelle, effectivement, il y a une longue pratique de méditation, d'ouverture, de travail, qui est propice justement à des actes de voyance. Et il y a des expériences, comme je connais des expériences faites par Dick Bierman aux Pays-Bas, qui montrent la même chose. Après, elles ont rarement une visée d'objectivation, de trouver des choses, d'avoir des preuves. Souvent, c'est pas ce qui est recherché. Mais parfois, ça arrive. Donc, parfois, ça arrive. Mais là, dans les éléments que nous donnait Jean-Michel, il dit parfois, par exemple, une fois voir un intrus astral sans visage lui faire face. Mais c'est quand même au moment du réveil, au moment où on n'est pas sûr d'être réveillé, il est fort possible d'avoir des hallucinations hypnopompiques. C'est très difficile de décider. Mais encore plus dans l'autre expérience, ou même quand on essaye de mettre des protocoles en place pour tester les sorties hors du corps volontaires, et pour comparer ça avec l'hypothèse d'une voyance. Ah non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que les éléments sont les mêmes. Finalement, il y a un récit qui accompagne la voyance, mais la seule chose qu'on peut mesurer, c'est la coïncidence de deux informations qu'on peut vérifier. Tout le moment du voyage, tous les éléments, voir le corps astral sortir du corps, c'est très connoté. C'était déjà dans les livres, c'était déjà dans l'ambiance, mais on peut pas en avoir une preuve au détail près, quoi. Oui. Tout à fait. Je vous propose, Pierre Massias, Renaud Évrard, Jean-Michel, une nouvelle pause, et ensuite on écoutera le sentiment de Pierre Massias dans quelques instants. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec, vous savez, cette soirée consacrée entièrement à vos témoignages, à vous qui vivez des phénomènes paranormaux. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel qui nous fait la gentillesse de nous rapporter ce qu'il a vécu. Pierre Massias, quel est votre sentiment, vous, concernant les sorties astrales que nous a raconté d'abord Jean-Michel, et ensuite ce dernier événement, enfin cet événement en tout cas le plus marquant qu'il a vécu il y a 7 ans? Oui, bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir. Je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça dans l'ordre. Je dois dire que, comme vous, et à la même époque, j'ai découvert l'Obsang Rampa, puisque ça a été mes premières lectures dans le domaine du paranormal. Pas la toute première, parce que la toute première, c'était un bouquin d'Adamski sur les soucoupes volantes. Enfin, on abordera ça à une autre époque. Et moi aussi, j'ai toujours toute la collection des Rampas. Dont je suis très fier parce que j'ai récupéré même des exemplaires originaux. Bien.
Donc ça vous dit un petit peu un point commun avec Jean-Michel, voilà. Très bien, ok. Et puis l'impact quand même. On va se rencontrer dans l'au-delà. Peut-être. Bon, s'il vous plaît, Pierre, alors concernant donc ce qu'a vécu Jean-Michel. Donc Rampa, c'est effectivement un discours extrêmement intéressant qui est extrêmement dans lequel on entre, on a envie de rentrer vraiment dans son discours, dans sa vision de l'univers. Mais Renaud, tout à l'heure, le comparait à Raymond Réan. Rampa, c'était quand même pas ma connaissance en tout cas, et à travers tous les bouquins qu'il a sortis, lui, son éditeur, sa femme et même son chat, pardonnez du peu, c'était pas un praticien, je dirais, de la divination, enfin un praticien du paranormal, tel Raymond Réan, mais c'est un plombier, voilà, un plombier qui un jour a dit je vais raconter ma vie, et il a raconté ça. Oui. C'était au Canada, je pense. Oui, tout à fait. À l'époque, il a voyagé beaucoup. À l'époque, il était au Canada. Pour caricaturer, c'était pas très sérieux, quoi, finalement. Il était gentil, le garçon, mais bon. Je dois dire que personnellement, j'ai accroché là-dessus. C'est-à-dire, il était extrêmement gentil, c'est le cas de le dire. Ah bah oui, il peut. Oui. Mais j'ai eu, dirais-je, la chance de ne jamais prendre ce qu'il racontait pour argent comptant, mais comme une idée d'ouverture. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a des escrocs qui sont vachement gentils. Hein. Ah, tout à fait. C'est très sympathique. Mais... Je ne crois pas. Je ne crois pas que Rampa ait pris vraiment la tournure de l'escroc. Il a sorti une belle histoire, vraie ou fausse. Il a vendu des bouquins, il les a promotionnés comme tout le monde. Son éditeur Stanké aussi. Cela dit, quand même, disons qu'il proposait une ouverture d'esprit. En tout cas personnellement, qui m'a tout à fait convenu. Oui, qui n'était pas inintéressante. Qui n'était pas quoi qu'il en soit. Inintéressante. Bien. Alors concernant gardant un esprit critique, toujours. Donc je disais, je l'ai toujours pris comme une belle histoire, mais jamais comme une vérité énoncée. Oui, d'accord. Nous sommes d'accord. Je conseillerais à tout le monde de ne pas prendre ça comme une vérité. Oui, tout à fait. Exact. Ok. Alors, en ce qui concerne maintenant les voyages astro, tels que nous les a décrits Jean-Michel, et puis ce phénomène qu'il a vécu. Le phénomène dans l'hôpital. Oui, tout à fait, oui. Là, on voit l'importance que peut prendre un voyage astral, parce que tel quelqu'un comme Rampa qui disait je me mettais sur le toit du Potala et puis j'allais visiter l'étoile d'à côté. L'étoile de Potala? Non. Il se met sur le toit du Potala, il regarde le ciel la nuit, et puis il fait un voyage astral, il part visiter une planète, une étoile, il fait un petit tour dans l'univers, et puis il revient. D'accord. Là, on revient les pieds sur terre, on a un voyage astral qui prend une autre dimension bien plus réelle et bien plus concrète, quel que soit le vécu, de cette notion de mort et de survivance. Toujours cette question qui revient derrière, est-ce que la survivance existe? Le voyage astral ou l'OBE, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. On fait des expériences autour des OBE en laboratoire ou en conditions contrôlées, et à côté il y a des gens qui pratiquent ça de manière sauvage entre guillemets, tel Jean-Michel, disons de manière spontanée, qu'on appelle voyage astral, mais ça revient strictement au même. D'accord. La question, comme soulevait Renaud, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre, et comme vous le souleviez tout à l'heure, Louis, la voyance, l'acquisition d'informations et l'extériorisation de quelque chose du corps. On peut très bien imaginer, on peut y faire l'hypothèse aussi bien pourquoi ce serait un corps astral qui sortirait, une sorte d'âme qui sortirait, plutôt qu'un appareil sensitif, un sixième sens pour le coup, qui irait se projeter à la source de ce qu'on veut observer, de ce qu'on veut connaître, qui aspire les informations, qui prend les informations. Même si à la limite on ne veut pas parler de ne pas être vraiment dans les notions de clairvoyance et de prémonition. Donc tout ça montre quand même la difficulté d'analyser tout ça. Au final, on se demande mais comment on peut savoir si effectivement on fait quelque chose, on sort du corps ou on va visiter quelque chose.
Même la personne qui le vit est dans l'incapacité de le dire, parce que la preuve qu'il peut, comme Jean-Michel, la preuve qu'il peut amener, c'est-à-dire j'ai vu ma femme réciter cette prière et sa cousine dire ça et ça, ça peut être tout simplement son talent de voyance ou son sixième sens qui a attrapé toutes ces informations. Et son cerveau, pour pouvoir traduire ça en langage intelligible, a construit ce scénario de manière inconsciente. Et voilà. Et donc, je crois que je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, je vous en prie, Jean-Michel. Oui. Parce que je fais quand même une différence entre la voyance et ses sorties. Ouais. Parce que d'une part, comme je vous ai dit tout à l'heure, le corps est tout à fait différent. Le corps est différent. L'anecdote du décès. Quand je suis rentré dans la pièce, il y a quand même les détails techniques. Je veux bien faire de la voyance, mais je vois l'infirmière qui rentre. Je pourrais reconnaître l'infirmière. Ouais. Je vois les appareils. Je vois quand tu lui changes sa chemise de nuit, elle transpirait, elle se débattait. C'est vrai. Elle se débattait. Elle voulait se garder, pas quitter la terre. Elle était là, elle s'accrochait à la vie. Elle se débattait. Les deux personnes qui étaient autour, ma femme et la cousine, qui étaient là proche d'elle, qui lui tenaient les mains, qu'elle se débattait, il la tenait, il lui enlève sa chemise qui était trempe, les appareils autour, je vois tout ça. Je veux bien faire de la voyance, mais là on est au-delà de la voyance. Parce que la voyance, il vous manque, vous n'avez pas tous les paramètres. Moi, et la personne que j'ai aperçue au pied de mon lit là, il y a quelques temps, c'était avant que franchement j'avais des flashs et tout, mais faire de la voyance j'en faisais pas. Et là la personne, quand je me suis dressé dans mon lit, voir face à moi quelqu'un, si vous voulez, c'était un matin de bonheur, et ma femme était partie, elle embauchait, elle était infirmière, donc elle a embauché, j'étais resté, c'était en plein hiver, j'attends que le jour se lève, j'étais resté au lit, je m'étais un peu endormi, et là je me suis dressé, et on sent quand on sort du corps, on le sent. C'est pas une question de voyance. Vous avez votre conviction, quoi. Ah oui, quand le corps sort, se détache, on le sent. Ça, c'est pas son problème. On le sent, Et je peux vous dire, quand je me suis vu la première fois allongé, physiquement, on se trouve pas beau. Ah bon? Non, mais je peux vous dire que les traits physiques terrestres, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'habite là-dedans, quoi. Et pourtant, je pense pas que j'ai des traits affreux, au contraire, mais bon, j'ai eu des très belles conquêtes, mais enfin, bref. Vous vous trouvez pas beau, quoi. Et là, alors là, c'est surprenant. On s'est dit, mais le monde terrestre, tout ce qui vous entoure, est pas beau. Il est brut de coffrage, il est plus rugueux, quoi, vraiment. Plus rugueux, voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence. Et tout à l'heure, je fais nettement la différence entre les voyances que je peux faire avoir et c'est sorti. Alors, ça n'a rien à voir, rien à comparer. Alors, là, je me tourne vers Renaud Évrard et ensuite vers Père Massias. Est-ce que la conviction du témoin est à prendre en compte, Renaud? Ce serait bien, mais finalement, si on me demande de décider entre deux hypothèses scientifiques, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant sur ce point. Mais bon, là comme on vient d'en parler encore Jean-Michel, c'est vrai qu'il décrit ce côté qui est pas chez tout le monde, où ce monde serait plus beau que le nôtre et le nôtre deviendrait plus terne. Mais là, je sais pas, par exemple, si ça reflète pas justement la conviction de la personne qu'elle essaie finalement de transmettre, qui est aussi quelque chose de fascinant, qui a un côté, j'ai vécu beaucoup de phénomènes, qui fait quelque chose de très charismatique, qu'on retrouve chez Rampa et chez les autres aussi. Oui, mais attendez, excusez-moi, moi j'en parle pas à personne. Et vous êtes la première fois où j'en parle. Je suis très prudent, je veux pas ennuyer les gens avec ça. Des fois, je n'ai parlé à ma femme de l'affaire et tout. Mais bien sûr. Ce qui m'arrive, je peux vous dire, j'en parle pas parce que je pourrais parler de 1000 phénomènes. Des fois, je suis très prudent. Je veux garder ma raison. J'aime bien le côté scientifique, mais la science a encore ses limites. Là, on est presque dans le paranormal, ou entre un monde. Je ne sais pas si je suis entre le monde physique et un monde de haute supérieure. On est peut-être un monde intermédiaire, en semi-matière, je ne sais pas. Moi-même, je me pose des questions, mais je suis très prudent. Je n'en parle à pratiquement personne. Je n'écris rien. Oui. Non, ça. D'ailleurs, Jean-Michel, je note que c'est la première fois que vous en parlez et je vous en remercie encore une fois. C'est une véritable preuve de confiance que vous nous faites. Oui, parce que je me suis dit, Louis Bénédy est sérieux.
Et sérieux, c'est pour ça que j'en parle. C'est gentil. En même temps, c'est vrai. C'est vrai. Pierre Massias, la conviction quand même, là, est intéressante. Je veux dire, la conviction de Jean-Michel, puis c'est vrai que c'est la netteté des images qu'il nous décrit, reconnaître le visage de l'infirmière, ça me fait penser au témoignage de Jean Morzel qui est sorti de son corps. Vous vous rappelez de ce témoignage de Jean Morzel qui s'est baladé dans l'hôpital, qui a vu des choses bien précises, etc. C'était en 49, il a vu la plaque qui était soudée sous la table d'opération alors qu'il était lui-même en train d'être opéré sur la table. Enfin, là, il y a... Non ? Effectivement, l'impression, la vision, la scène a une autre honnêteté que pour la voyance. Ouais. Je pense que certains voyants ont quand même décrit des scènes assez précisément. Il faudrait retrouver des... Pardon ? Comme Alexis Didier, par exemple. Oui, par exemple, c'est par vrai. exemple. Oui, Je pensais aussi éventuellement à Maud Christen, qui a eu quand même quelques voyances extraordinaires. Mais de toute façon, scientifiquement, il sera jamais possible de faire la différence entre les deux. Si on essaie d'objectiver tout ça, dans la communauté, je dirais, des parapsychologues, il est couramment admis qu'on ne peut pas faire la différence à l'heure actuelle entre les deux. Ouais. Mais entre la voyance ou la sortie du corps. Presque pas. Il y a quand même William Gérol qui a, si je me souviens bien que ce soit lui, qui a quand même proposé un protocole expérimental qui tend à faire la différence. Mm-hmm. Ça ne donnera pas une assurance à 100%, mais si on confond de manière évidente voyance et sortie hors du corps, son protocole à lui fera la différence. Mm-hmm. Ce que j'aimerais beaucoup te proposer à Jean-Michel, s'il a envie d'essayer d'objectiver ce qu'il vit, de se frotter à ce protocole. Mm-hmm. Bien sûr. Bah écoutez, voilà. Oui, c'est ça, au contraire. Moi, je veux dire, tant qu'on rentre dans les règles correctes de recherche sérieuse, bien sûr, pas de problème. Moi, je suis très très prudent. Je veux garder ma raison. Et puis, tout est bâti sur la raison. Et je pense que bien évidemment. Et donc, il y a différents plans, je pense, qui nous échappent encore. Je pense que là, on rentre dans une théosophie quand même. Il y a le premier plan, le plan astral, qui est souvent dit habité par des choses pas très sympas. Il y a le plan mental, le plan égoïque. Mais on rentre dans une philosophie, une philosophie religieuse qui date du début du XXe siècle. Peut-on faire l'économie de la spiritualité dans la science ? Vaste débat. Ça c'est une bonne question. L'économie, je le dirais pas en ce terme-là. Il y a spiritualité d'un côté. On a vu des bouddhistes se soumettre à des expériences scientifiques en laboratoire. Il y a chacun dans son domaine. Il existe des passerelles entre les deux. Oui, bien sûr. Dans le respect l'un de l'autre, dans le respect évident l'un de l'autre, on peut créer des passerelles. Tout à fait. La spiritualité peut avoir des choses à apporter à la science et vice versa. Ouais. Si vous le voulez bien, on va en rester là, Jean-Michel. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage extrêmement intéressant. Et puis, si vous le permettez, je passerai vos coordonnées à Pierre Massias pour que vous puissiez continuer à débattre ensemble. Et puis, pourquoi pas expérimenter après tout, ça pourrait être tout à fait intéressant. Hein ? Sans problème. Bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci.